Donc, Donald Trump. On peut le dire, la Maison-Blanche qui, encore une fois, a traversé une bien dure semaine. À chaque jour, sa controverse. Quoique c'est peu probable, il y a quand même des rumeurs, il y a beaucoup de discussions par les temps qui courent de destitution du président américain avec les événements qui se sont passés cette semaine notamment. On va faire le point. On va y revenir sur ces événements avec Maxime Mine. Il est chercheur en résidence à la chaire Raoul Dandurand. Maxime Mine, bonjour. Bonjour. Donc, d'abord, il faut le dire, les controverses qui s'accumulent jour après jour pour le nouveau président des États-Unis. Il faut dire qu'il est en poste quand même depuis à peine 5 mois. C'est presque difficile à croire. Et là, on se demandait, est-ce que cette histoire, justement, selon laquelle il serait intervenu pour faire cesser une enquête du FBI, est-ce que ce ne serait pas la goutte qui pourrait faire déborder le vase? Ça peut faire déborder le vase, en effet, puisque c'est une obstruction à la justice, c'est une obstruction à une enquête fédérale de la part du FBI, qui fait partie du département de la justice. Donc là, c'est un problème auquel fait face Donald Trump, parce qu'il s'est senti un peu trop sûr de lui en allant demander à James Comey, l'ancien directeur du FBI, de tasser un peu de côté le dossier qui pend au nez de Michael Flynn et l'enquête qui était en cours jusque-là. Là, je dirais que c'est la dernière péripétie en date de Donald Trump. Il faut dire que cette semaine aussi, lui a parlé d'une chasse aux sorcières, là, comme quoi tout le monde était contre lui, qu'il était le président qui était le plus... Il a dit, aucun homme politique n'a jamais été traité aussi injustement. Ça fait pas un peu... je sais plus quoi dire, je suis un peu bébé, je sais pas comment me sortir de ce mauvais pas. Oui, c'est pas présidentiel du tout. Zéro. Et puis en plus, le problème, c'est que Trump a un problème dans le rétroviseur parce qu'il faudrait qu'il regarde un peu dans le passé de l'histoire. Et il y a des présidents qui ont été vraiment chassés jusqu'au bout. On se souvient de Richard Nixon, on se souvient même d'une chasse aux sorcières, si on veut utiliser ce terme, de Bill Clinton. Donc là, c'est les deux exemples qui viennent et qui font partie de l'histoire moderne. C'est pas le premier président américain à faire face à des situations, peut-être pas aussi pire que ça, mais quand même, là, à des situations difficiles. Là. Oui, une situation difficile. Enfin, le pire à date, là, c'est quand même Richard Nixon. Mais le premier, il faut remonter à 1868 avec Andrew Johnson. Ça a été le premier président qui succède à Abraham Lincoln suite à son assassinat et qui fait face lui aussi à une procédure d'impeachment. Mais il n'a pas été destitué parce que face à son procès qui s'est passé au Sénat, il s'est échappé d'une voix près pour qu'il soit... Oui, une voix près, sachant qu'il y avait moins de sénateurs à l'époque. On se souvient aussi de Bill Clinton qui, lui, est allé aussi jusqu'au Sénat et le Sénat a abandonné en fait les charges et a décidé qu'il n'était pas coupable. Donc, dans toute l'histoire des États-Unis, il n'y a jamais un président qui a été officiellement destitué. Pas officiellement destitué, mais il y a eu une mise en accusation de fait. Ça a été le cas pour Andrew Johnson, ça a été le cas pour Richard Nixon. Richard Nixon a fini par démissionner avant que ça se rende et qu'il ait son procès au Sénat. Et Bill Clinton est resté en fonction tout autant qu'Andrew Johnson le premier. Donc là, vraiment, c'est une mesure assez particulière. Mais ce n'est pas la première fois, en effet, qu'un président des États-Unis fait face à une volonté de le destituer. On a entendu cette semaine le représentant Al Green du Texas, démocrate, demander à ce que la procédure d'impeachment soit mise en place. On avait déjà entendu ça sous d'autres présidences. Je pense notamment à celle de George W. Bush. Donc voilà, ce n'est pas la première fois qu'on entend des menaces. Mais c'est tôt dans un mandat quand même pour en arriver là. Là, on l'a dit, ça fait même pas 5 mois, là, encore une fois, qu'il est à la tête des États-Unis. Oui, c'est ça le problème. C'est que de l'autre côté, si on prend l'exemple qui est très parlant, puisqu'on fait beaucoup de parallèles avec ça, Richard Nixon, ça c'est venu en fait aux oreilles à partir de 72. On estime qu'à partir de 72, c'est arrivé. Mais entre-temps, Richard Nixon a été réélu et ça n'est qu'en août 74 qu'il a démissionné de la présidence pour laisser la place à son vice-président de l'époque, qui était Gerald Ford. Donc, voilà, ce n'est pas la première fois, mais c'est vrai qu'en 5 mois, oui, c'est assez particulier de voir un président être sous le feu des projecteurs et faire face à une sorte de tempête à la fois médiatique, mais aussi politico-juridique. Et même si, dans le cas de Donald Trump en ce moment, c'est peu probable qu'on y arrive, juste le fait d'en parler et d'en parler quand même avec insistance, de plus en plus, en tout cas dans les derniers jours, ça démontre à quel point c'est fragile, tout ça. La présidence de Donald Trump est fragilisée, là. Oui, c'est fragilisé, d'autant plus qu'on connaît le personnage Donald Trump, on sait comment il est.
Mais aussi, il faut avoir en tête que la présidence des États-Unis est sacrée dans une certaine manière. Depuis le Watergate, le scandale qui a éclaboussé l'administration Nixon, on fait attention justement à ce que le président et son administration ne fassent pas entrave au bon déroulement des institutions ou à une enquête fédérale quelconque qui impliquerait des institutions clés. Donc depuis, on est comme une sorte, on ne veut pas revivre en fait ce cauchemar qu'a été le Watergate, qui a vraiment ébranlé complètement les institutions politiques de l'époque. Et là d'ailleurs, question de s'assurer de cette indépendance. Cette semaine, on a nommé un procureur spécial pour revoir un peu toutes les enquêtes concernant les liens possibles entre des membres de l'équipe de Donald Trump et la Russie. Donc ça continue quand même à hanter l'administration Trump. Oui, et puis c'est d'autant plus particulier parce que Robert Mueller, qui est l'ancien directeur du FBI avant James Comey de 2001 à 2013, donc sous les présidences de Bush fils, George W. Bush, et puis ensuite de Barack Obama, a été nommé en effet procureur spécial. Donc c'est comme il a plus de pouvoir qu'un procureur fédéral normal, beaucoup plus indépendant, avec beaucoup plus de moyens à sa disposition pour éclaircir des zones d'ombre comme là les liens avec la Russie pour la campagne de Trump, où les proches de Trump est-ce qu'ils ont été mêlés avec la Russie. Et c'est justement parce que ça implique des institutions clés. On a vu Jeff Sessions, en fait, Robert Mueller a été nommé par Rosenstein, qui est le Deputy Attorney General, c'est-à-dire le procureur fédéral adjoint. Donc, qui n'est pas le premier est Jeff Sessions. Jeff Sessions s'est récusé, puis c'est Rosenstein. C'est le numéro 2. C'est le numéro 2 du département de la justice. Et là, c'est assez particulier parce qu'on dit de plus en plus que Trump et la Maison-Blanche n'étaient pas au courant de cette nomination. Donc, c'est d'autant plus incroyable de voir qu'on court-circuite dans une certaine manière. Un peu de jeu de coulisses. C'est ça, des jeux de coulisses. Pas forcément des jeux de coulisses, mais une manière de faire en sorte que l'administration soit quand même protégée dans une certaine manière, il me semble. La nomination d'un procureur spécial est d'autant plus importante que son indépendance va permettre d'éclaircir les zones d'ombre et permettre d'avoir une enquête qui est très indépendante. Donc, ça permet aussi de contenir un peu l'excitation du moment et ça permet d'avoir des cadres pour une enquête bien précise et de ne pas avoir des court-circuitages comme, à ce qui paraît, les allégations, puisqu'elles ne sont pas encore avérées, mais ça évite justement des court-circuitages comme celui que Donald Trump a fait auprès de James Comey. S'assurer aussi que le ministère de la Justice en sorte pas diminué non plus. Hein, parce que là, si jamais on entre, les États-Unis, on décide, mettons, d'entrer dans une procédure d'impeachment, justement, qui prend la décision? Est-ce que c'est la justice ou le Congrès? Alors, en fait, c'est le Congrès. En fait, tout commence à la Chambre des représentants. On a vu, par exemple, si on prend le cas du représentant que j'ai donné tout à l'heure, Al Green, il a, devant la Chambre des représentants, demandé à ce qu'une procédure soit lancée. Mais dans ce cas-là, il faut que ça aille au comité judiciaire de la Chambre des représentants, qui est composé à majorité de républicains, au niveau de vu la majorité qu'il y a au Congrès et à la Chambre des représentants particulièrement. Et ensuite, ce comité, cette commission sur les affaires juridiques, va se prononcer sur le fait qu'il y a, oui, peut-être une mise en accusation qui est possible, et vont réfléchir sur les différents chefs d'accusation qui visent la personne concernée, en l'occurrence, si on prend l'exemple du président des États-Unis. Et puis ensuite, si ces membres s'accordent à majorité, dans ce cas-là, c'est renvoyé directement à la Chambre des représentants qui va s'exprimer sur les mises en accusation, qui doit s'exprimer à une majorité simple, comme on vote une loi, donc à 50+1. Et puis ensuite, si cette majorité est atteinte, ça part au Sénat directement. Et le Sénat, si c'est... Et c'est toujours là que ça a bloqué dans l'histoire. Ça a bloqué à ce moment-là, tout de suite dans l'histoire. C'est au Sénat où ça a vraiment bloqué. De manière très étroite en 1868 et de manière un peu plus large dans les années en 1998 pour Bill Clinton. Mais ça part directement ensuite au Sénat qui fait le procès de la personne. Donc c'est là où la procédure de destitution est bien mise en branle, si je puis dire. Et c'est le président de la Cour suprême, si c'est le président qui est mis en accusation, c'est le président de la Cour suprême et non pas le vice-président qui préside la séance. Et chaque sénateur qui doit voter sur la procédure, en fait, c'est le jury, en quelque sorte. Et ils prêtent serment, chacun à leur tour, pour faire ce procès. Et là, advenant que les votes sont en majorité, c'est le vice-président qui prend Oui, c'est à majorité. Le pouvoir. Exactement, mais c'est à majorité des 2 tiers, il faut le rappeler aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire 67 sénateurs qui doivent se prononcer pour une destitution. Et ensuite, ce serait dans ce cas-là... Ce serait le vice-président vu du 25e amendement de la Constitution sur
la vacance de la présidence. Là là. En tout cas, on va suivre mais on n'y est ça pas de encore, près. là. On n'y est pas encore, mais il n'y a rien d'impossible. Hein? On se prépare à tout. Rien d'impossible, mais avec une base Donald républicaine, c'est fortement improbable pour le moment. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous. Ça fait plaisir. Maxime Mine, qui était là, chercheur en résidence à la chaire Raoul Dandurand.